putain, vraiment, hein. Le cœur souterrain, le plus grand et le mieux protégé des bunkers du régime à Téhéran, a été frappé et détruit. Des bombardiers B-2 ont été utilisés lors de l'opération. Et tandis que l'Iran réduit ses attaques à des tirs presque isolés, Israël frappe fortement le Hezbollah, qui a ouvert il y a quelques jours l'autre front de guerre depuis le nord du pays, depuis le Liban. Bonjour, je suis Arié depuis Israël et allons droit au but. La mise à jour de ce 7e jour de guerre, parce que ce qui se passe n'est plus seulement une succession d'attaques. Ce que nous voyons maintenant, c'est un démantèlement progressif des capacités clés du régime iranien. Pendant ce temps, la pression régionale s'accentue et la guerre cesse de ressembler à une seule ligne de front pour devenir plusieurs fronts en même temps. La nouvelle de cette journée est d'une importance énorme. Tsahal ont attaqué en plein cœur de Téhéran le bunker militaire d'Ali Khamenei lui-même. Un complexe qui n'était pas n'importe quelle installation, mais l'un des centres de commandement les plus importants de la direction iranienne. Ce bunker était situé sous le complexe du direction du régime. Il s'étendait sur plusieurs rues entières. Il avait de multiples entrées, des salles de réunion, une salle de guerre sophistiquée, des salles pour les médias. Et il a été construit pendant des années comme un centre sécurisé utilisé pour des situations d'urgence, depuis lequel la direction du régime pouvait continuer à fonctionner en pleine guerre. Et nous ne parlons pas seulement de béton sous terre, nous parlons de la colonne vertébrale du commandement et du contrôle du régime. C'est pourquoi ce coup n'est pas symbolique mais opérationnel. Près de 50 avions de combat israéliens ont participé à l'attaque, guidés par des renseignements précis. Selon les rapports de Tsahal, le défunt Khamenei a été éliminé avant de pouvoir utiliser ce centre pendant l'opération, c'est-à-dire que s'il ne l'avait pas été. Pendant le premier jour, il était très probable qu'il se soit réfugié dans ce bunker. Mais même après le premier jour et l'élimination de Khamenei, le complexe a continué d'être utilisé par des hauts responsables iraniens. Jusqu'au moment de l'attaque, selon les rapports, il est indiqué que plusieurs hauts responsables du régime se trouvaient eux sur place, à l'intérieur du bunker, précisément au moment du bombardement. Et Tsahal attend toujours une confirmation officielle concernant les hauts responsables qui auraient pu être éliminés lors de l'attaque. Si cela se confirme dans toute son ampleur, il ne s'agirait pas seulement d'une attaque contre des infrastructures, mais d'un autre coup direct porté à la capacité réelle du régime à coordonner des décisions militaires au milieu de tout ce conflit. Et lorsqu'un régime commence à perdre ses centres de commandement, ses abris les plus protégés et ses cadres dirigeants, le problème n'est plus seulement militaire, il devient structurel. Pendant ce temps, des témoignages très durs continuent d'arriver de Téhéran. La BBC a cité des habitants qui ont réussi à se connecter à Internet et ont décrit la nuit dernière comme un enfer sur Terre, affirmant que c'était la plus grave et intense depuis le début de la guerre. Du moins dans la capitale iranienne, avec des explosions toute la nuit et des gens qui n'ont pas pu dormir jusqu'à l'aube. Pendant ce temps, les forces conjointes des États-Unis et d'Israël bombardaient les cibles militaires dans la capitale et, bien sûr, dans ses environs. À cela s'ajoute un ordre d'évacuation dans la ville de Qom de la part de Tsahal, afin que les civils se retirent des prochaines cibles militaires. Des rapports font également état d'éliminations importantes à l'intérieur de l'Iran, et ici, il faut être très responsable. Quand quelque chose n'est pas encore confirmé, on le dit tel quel, afin de ne pas créer de faux espoirs ou de donner de fausses informations. Mais le simple fait que ce genre de version commence déjà à circuler montre le niveau de secousse interne que subit la structure du régime. N'oubliez pas que dans la vidéo précédente, je vous ai aussi parlé de ce qui arrivait au fils de Khamenei, prétendument décédé, le premier jour de l'attaque, le samedi, mercredi. Dans l'après-midi, des rapports ont circulé disant qu'il pourrait être en vie, puis dans la soirée, il avait déjà été annoncé qu'il aurait été éliminé. On ignore s'il s'agit de la première ou de la deuxième fois, car les informations venant d'Iran sont actuellement totalement chaotiques. D'un autre côté, le conflit continue d'affecter directement et très gravement d'autres acteurs de la région. Le Qatar a condamné une attaque iranienne contre plusieurs bâtiments à Bahreïn, où il y avait du personnel de la marine qatari. Intégré au sein d'un commandement naval conjoint des États du Conseil de coopération du Golfe.
C'est-à-dire que la région n'est plus seulement divisée par des missiles qui volent vers Israël ou par des attaques de riposte à l'intérieur de l'Iran. Dès les premiers jours du conflit, l'Iran a commencé à attaquer les infrastructures et le personnel de pays arabes alliés entre eux dans tout le Golfe. Et cela change la donne car cela augmente le nombre de gouvernements qui peuvent se sentir non plus comme de simples observateurs, mais comme des agresseurs. En même temps, il a été rapporté que Netanyahou a dirigé hier soir une nouvelle réunion de sécurité. L'élargissement dépend de la poursuite du conflit. Sinon, plus de gouvernements pourraient se sentir menacés, affectant directement les acteurs et la région. Et en réalité, partout dans le Golfe. Ce détail peut sembler mineur, mais il ne l'est pas. Et cela devient grave. Conflit, il continue, le conflit. Des plans d'évacuation commencent à être mis en place, cela reflète le niveau de risque régional qui est pris très au sérieux, également en dehors d'Israël. Et en fait, aujourd'hui, vu la situation, il est beaucoup plus sûr pour un Israélien d'être en Israël que dans n'importe quel pays du Golfe. En comprenant que les capacités militaires et surtout les capacités de défense des pays du Golfe n'approchent pas ce qu'Israël possède en termes d'infrastructures. Ce qui compromet évidemment beaucoup la sécurité des personnes, évidemment pas seulement celle des Israéliens, mais de toutes les personnes qui vivent dans ces pays. Il est également rapporté que l'Iran aurait attaqué des centres de données liés à Microsoft dans le Golfe, en ciblant des infrastructures numériques critiques associées à des services cloud utilisés par des gouvernements et des institutions importantes. Cela marquerait une escalade beaucoup plus profonde contre l'infrastructure technologique et les données dans la région. Pour le dire plus simplement, il ne s'agirait plus seulement d'une guerre de missiles, de drones et de bases, mais aussi d'une guerre contre la colonne vertébrale numérique qui la soutient. Des serveurs étatiques, des communications et des opérations très sensibles pour tous ces pays. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de cette fiole, qui m'a vraiment étonné et je pense que vous devriez la connaître aussi. Cette fiole renferme une histoire incroyable, qui était inconnue jusqu'à présent. À l'intérieur se trouve de la terre du mont du Temple à Jérusalem, sauvée par des archéologues après que des milliers d'années d'histoire aient été réduites en ruines. C'est notre chance d'empêcher l'histoire de disparaître. Démarrez l'année avec un lien personnel avec Jérusalem. Cliquez sur le lien dans la bio ou scannez le code pour profiter d'une offre spéciale. Au milieu de tout cela, des responsables américains ont déclaré à CBS News que 3 drones MQ-9 Reaper de l'armée de l'air des États-Unis ont déjà été abattus lors de l'opération Epic Fury. On ne sait pas exactement où ils sont tous tombés, mais l'un d'eux avait tenté de s'écraser au large des côtes iraniennes et un autre aurait pu être abattu par des tirs amis depuis le Qatar. Cela peut sembler étrange, mais rappelez-vous que nous avons déjà le précédent de l'incident qui s'est produit cette semaine où des batteries anti-aériennes des Émirats arabes unis ont abattu au moins 3 avions américains. Parle-t-on d'un abattage par tir ami ? Cela nous montre aussi quelque chose d'important. Même du côté occidental, la guerre génère de la friction, de la confusion et de l'usure. Car c'est une chose d'avoir la supériorité technologique, et c'en est une tout autre d'opérer sans erreur. Dans une guerre qui s'étend sur terre, dans les airs, sur mer, et maintenant aussi à travers l'infrastructure numérique. Et si nous parlons de pression militaire directe, au cours de la dernière heure, les bombardiers américains, les célèbres B-2, ont largué des dizaines de bombes pénétrantes de 2000 livres sur des lanceurs de missiles balistiques profondément enfouis dans les montagnes d'Iran. Cela signifie que la priorité n'est pas seulement d'intercepter ce qui est lancé, mais de détruire ce qui est encore caché avant que cela ne puisse être utilisé. Et cette logique rejoint un autre point très important. L'installation secrète de Minzadai, dans le nord-est de Téhéran, qui, selon le rapport, a été détruite il y a 2 jours. Elle ne serait pas liée à l'enrichissement de l'uranium, comme cela avait été rapporté initialement par certains médias, mais plutôt à la phase d'armement du programme nucléaire iranien. En d'autres termes, ce ne serait pas l'endroit où le matériau est produit, mais celui où ce matériau est transformé en une véritable bombe. Et c'est très important que nous le comprenions bien. Un programme nucléaire militaire comporte généralement plusieurs étapes. L'une consiste à enrichir l'uranium, une autre à préparer le noyau, et la dernière à concevoir la bombe, le système de détonation et son intégration. D'après ce qui a été partagé jusqu'à présent, Minzadai serait précisément lié à cette 3e étape.
des composants d'armement, des systèmes avancés de détonation et une possible intégration d'une ogive dans des missiles balistiques. En termes simples, il ne s'agirait pas d'une installation destinée à produire du matériau, mais à transformer ce matériau en une arme utilisable. C'est pourquoi, en confirmant la destruction de ce centre, le message est énorme. Le coup ne vise pas seulement la capacité de menacer, mais aussi la capacité de concrétiser une menace stratégique d'un autre niveau. Abonnez-vous. Et parallèlement à tout cela, l'armée de l'air israélienne a détruit 6 lance-missiles balistiques iraniens quelques minutes avant qu'ils ne soient utilisés contre le territoire israélien, alors qu'ils étaient en train de se préparer à tirer. De plus, 3 systèmes avancés de défense iraniens ont également été détruits. Et il faut garder à l'esprit que chaque lanceur détruit n'empêche pas seulement une attaque immédiate, mais réduit aussi la possibilité d'attaques futures. Parce qu'un missile sans plateforme de lancement devient pratiquement une pièce immobile, stockée dans un tunnel, simplement en attente d'être détruite. Puisque nous sommes ici, je fais une courte pause avant de continuer. Si vous appréciez ce type de mise à jour, alors abonnez-vous à cette chaîne, appuyez sur le bouton j'aime et le petit pouce en l'air, c'est ce que cela indique. Et si vous voulez aller encore plus loin, rappelez-vous que des adhésions sont disponibles, ce qui vous donne accès au groupe privé d'actualité sur WhatsApp. Il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton qui dit ci-dessous « Rejoindre » et ici dans ce groupe WhatsApp. Ce que nous faisons, c'est partager des informations, des vidéos, des images tout au long de la journée en couvrant ce qui se passe actuellement ici en Israël et dans la région. Bien, continuons maintenant. Une autre frappe symbolique et militaire est venue de la mer. Le commandement central des États-Unis a publié des images de forces américaines éliminant ce qui était connu comme le porte-avions sans pilote iranien. Il n'était pas très grand, à peu près de la taille d'un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a à peine un an, les Iraniens vantaient ce navire, adapté à partir d'un navire commercial, comme une grande amélioration pour la dissuasion dans les eaux lointaines, pour couvrir toutes les côtes de l'Iran. Aujourd'hui, ce qu'on appelait le joyau de la couronne finit par devenir un autre trophée détruit. En pleine campagne militaire, celui des forces américaines. Les forces américaines ont déjà détruit 30 navires iraniens, soit 25% de la flotte du régime. La réalité, c'est que lorsqu'un pays perd des actifs navals de ce type en pleine confrontation, il ne perd pas seulement de la puissance militaire. Il perd aussi le narratif, la propagande et la capacité de projeter sa puissance. Pendant ce temps, sur le front nord, le Hezbollah continue d'augmenter la tension. Le ministre de la Défense israélien, Katz, a déclaré à l'issue d'une évaluation de la situation qu'aucun habitant du Nord ne devait quitter sa terre ni ses communautés. Et il a affirmé que la mission est de garantir leur sécurité. En considérant que lors de la dernière guerre contre le Hezbollah, il y a 1 an ou 1 an et demi, et pendant le conflit avec le Hamas, ce qui s'est passé, c'est que la population de tout le nord d'Israël, la plus proche de la frontière avec le Liban, a été totalement évacuée. Et leurs maisons sont restées vides pendant des mois. À leur retour, ils ont été confrontés à tout le drame de ce qui s'était passé pendant la guerre. Eh bien, la promesse de Tsahal en ce moment, c'est qu'ils ne permettront pas que cela se reproduise. Et qu'ils ne permettront pas qu'il y ait à nouveau des déplacés et des déplacements des citoyens du nord d'Israël. En ajoutant que les FDI ont renforcé leurs forces à l'intérieur du territoire ennemi, et se sont étendues vers des points supplémentaires qu'elles ont déjà pris. Cela change complètement la donne. Et ce sont des mots forts, car cela montre que le message officiel n'est pas celui d'une simple retenue, mais bien de présence et d'expansion opérationnelle. Cela confirme ce qui était pressenti il y a quelques jours, à savoir que Tsahal a commencé un déplacement. Déploiement des armées le long de toute la frontière nord avec le Liban dans le but d'ériger un mur d'endiguement, pour tenter de faire en sorte que les unités terrestres du Hezbollah se déplacent vers le centre du Liban. À cela s'ajoute un nouvel avertissement d'évacuation pour 4 villages supplémentaires dans la vallée de la Bekaa. Cela se passe dans le sud du Liban, où la présence de Tsahal commence à se consolider. Et selon un responsable de l'agence des réfugiés de l'ONU, il y a déjà environ 96 000 personnes dans des abris collectifs à l'intérieur du Liban. Cela aussi, il faut le dire clairement. Cette guerre ne frappe pas seulement les capacités militaires, elle déplace aussi la population et bouleverse la vie quotidienne de milliers de civils.
non seulement en Israël, mais aussi au Liban même, maintenant que le Hezbollah a décidé d'entrer en guerre. Et que dire de tous les pays du Golfe? Israël, de son côté, a déjà mené 26 vagues d'attaques à Daïeh, au Liban, depuis le début de la campagne. Au cours de la nuit, des quartiers généraux et 10 bâtiments ont été attaqués à Beyrouth, lesquels, selon les rapports, abritaient des infrastructures militaires du Hezbollah. Parmi les cibles touchées figurait le quartier général du conseil exécutif et un entrepôt où étaient stockés des drones utilisés lors des attaques contre Daesh. Qu'est-ce la banlieue sud de Beyrouth, qui pendant des années a été l'un des bastions les plus emblématiques de l'organisation, redevient le symbole d'une campagne qui ne se limite pas à répondre aux tirs, mais qui vise à démanteler toute la structure depuis l'intérieur du groupe terroriste Hezbollah. Bien, et maintenant, nous nous déplaçons ici, en Israël. Bien que le volume de feu iranien ait diminué progressivement, le danger reste totalement réel. Aujourd'hui, il a été documenté qu'un fragment d'un tir iranien est tombé près d'une école à Givatim. La nuit dernière, d'autres fragments d'interception sont tombés dans différents villages du nord d'Israël, y compris la ville de Tibériade. Cela, à lui seul, nous ramène à la réalité la plus crue, même s'il ne s'agit que d'un seul missile. Même si la salve n'est plus aussi importante que lors des premiers jours, chaque alerte reste sérieuse. Chaque sirène continue d'affecter des millions de personnes, et chaque impact ou fragment peut finir par détruire une habitation, une route ou une école. C'est ici qu'intervient l'une des données les plus révélatrices de ce 7e jour. L'Iran ne montre plus les grandes salves de missiles du début, publiant même le lancement du mythique missile iranien, le Khorramshahr 4. Ce ne sont plus ces vagues avec des dizaines de missiles, mais un seul missile. Mais au final, cela continue de tout bouleverser. Cela oblige toujours à courir vers les abris, cela continue de donner l'impression que le pays est sous un feu constant. Et surtout par des vagues de multiples missiles en même temps, alors qu'en réalité, il y en a déjà très peu. En termes réels, le nombre de missiles et de drones qui s'approchent d'Israël diminue de façon très significative jour après jour. La raison en est que les arsenaux iraniens s'épuisent rapidement et que leurs lanceurs sont détruits un par un. Et sans ces camions lanceurs, eh bien, les missiles stockés ne sont guère plus que des cibles, attendant leur tour, comme je l'ai dit précédemment. Depuis le début de la guerre, samedi dernier, à 8 heures du matin, Israël a fait face à 143 vagues d'attaques iraniennes entre missiles et drones. La répartition est très révélatrice, faites attention, 25 vagues le premier jour, 64 le deuxième jour, le troisième jour, 25, 9 le quatrième, 11 le cinquième 11. Hier, qui était le 6e jour, et aujourd'hui il y a eu environ 4 vagues. Et cela ne compte que l'Iran, parce qu'en parallèle, eh bien, le Hezbollah a déjà commencé à tirer aussi depuis le Liban, ouvrant donc cet autre front au nord. Donc quand on regarde toute la séquence, on voit une baisse très marquée de l'intensité du feu iranien, même si le conflit s'élargit évidemment à d'autres endroits dans la région. La question n'est donc plus seulement de savoir quand l'Iran peut tirer, mais combien de temps il peut soutenir une guerre. Alors que chaque jour, il perd de plus en plus de capacité à bien lancer. Et je veux conclure avec cette réflexion. Ce que vit Israël en ce moment n'est pas seulement un miracle. Il faut comprendre qu'Israël est un pays très petit, avec à peine 9,5 millions d'habitants, et qu'il est entouré sur toutes ses frontières par de grands ennemis qui cherchent sa destruction. Il est clair que pour beaucoup, cela constitue non seulement un miracle, mais aussi l'intervention de la providence divine. Cependant, cela n'enlève rien à la préparation, à la discipline et à l'engagement de la société israélienne. Les alertes précoces, les abris, l'obéissance de la population et les importantes interceptions réalisées par Tsahal évitent manifestement une catastrophe quotidienne. Si les gens n'obéissaient pas, si le système ne fonctionnait pas à ce niveau comme il fonctionne aujourd'hui, eh bien, nous ne parlerions pas alors de dégâts contenus, mais de milliers de morts en moins d'une semaine. Parfois, les gens voient une sirène, courent à l'abri, sortent minutes plus tard et ont l'impression que rien ne s'est passé. Mais c'est précisément parce que tout le monde a fait ce qu'il fallait que quelque chose de bien pire ne s'est pas produit. Et cette différence dans une guerre comme celle-ci, eh bien, ça sauve tout simplement des vies. Bien, alors nous devrons être très attentifs dans les prochains jours.
Surtout à 3 choses si les éliminations sont finalement confirmées parmi eux. L'Iran si le Hezbollah intensifie encore plus depuis le nord, et si la réduction des tirs iraniens se maintient, ou s'ils essaient de revenir en arrière avec un coup de fort impact, ou commencent à utiliser des missiles de grande puissance. Merci de m'avoir accompagné un jour de plus, laissez-moi votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et ne partez pas sans laisser votre like. Shabbat Shalom.